Salam alaikum, Azul, bonsoir. Toutes les révolutions ont connu des passages à vide, du découragement, des trahisons et de la réaction. Parce que la révolution est une action humaine qui tend à un changement radical, un bouleversement de fond en comble, un renversement de l'ordre établi. Une action qui engage et qui concerne les classes sociales les plus nombreuses et qui subissent le diktat, sous une forme ou une autre, d'une minorité qui a pris le pouvoir et qui en use à son profit et à celui de ses alliés naturels, de ses forces opportunistes. Une révolution dérange donc tous ceux et toutes les forces qui jouissent de la situation que les révolutionnaires tentent de renverser, de détruire, pour lui substituer un autre ordre des choses. La révolution génère donc, autant par son action que par ses objectifs, des forces qui lui résistent, qui la combattent, qui réagissent à ce qu'elle tente de réaliser, des forces réactionnaires qui refusent le changement et qui usent de tous leurs moyens et de toutes leurs méthodes pour la faire échouer. Ce qui se passe donc en ce moment en Algérie, cette obstination des chefs de l'armée de céder aux aspirations populaires, cette fraude massive pour imposer un président fantoche, cette opération de grande ampleur pour semer au sein de la révolution la division, la méfiance et la discorde, entre donc dans les logiques réactionnaires. La mafiocratie qui a pris possession du pouvoir sur tout le pays ne va donc pas le restituer juste parce que le peuple en a exprimé le désir. Elle ne va pas le restituer à plus forte raison que cette révolution se veut pacifique, qu'elle tente, à contre-courant de toute logique, de prendre le pouvoir à des chefs militaires sans coup férir, sans faire couler le sang. Et c'est là un défi colossal, rarement observé dans l'histoire, même si des exemples existent, comme celui du Portugal, entre quelques autres. Mais l'entreprise sera difficile. Et comme je viens de le souligner, elle sera combattue avec toute la force du désespoir par une mafiocratie et ses alliés qui feront tout et n'importe quoi pour se maintenir au pouvoir, au risque de plonger tout le pays et même toute la région dans la violence et l'incertitude. C'est bien pour cela que le propre des révolutions est de ne pas prendre de congé. La mobilisation, la constance, la résistance acharnée devront rester des constantes. Et la vigilance encore plus aiguë, à un moment où le système contesté ne va se refuser aucun moyen ni aucune méthode. Et les manœuvres politiciennes, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Ce que vous voyez là est un geste de soutien, de solidarité avec nos frères, nos compatriotes qui sont en train de subir une extrême violence, tout particulièrement à l'ouest ces derniers jours. Et curieusement, il y a plus d'une dizaine de personnes qui ont reçu des jets de pierres ou de bombes lacrymogènes ou des coups de matraque à l'œil, et à l'œil droit de préférence. C'est un symbole donc, que j'affiche ici, tout comme je voudrais rappeler que le point levé n'est l'apanage de quelques associations qui soient ni Haute-Port ni autres. Le point levé est le symbole par excellence de toutes les révolutions depuis que les révolutions existent. Avec nous, donc, pour en parler,
Karim Naïtou Slimane, militant politique, merci d'être avec nous, Karim. Bonsoir Djamaldine, merci pour l'invitation. Bonsoir à notre cher invité et à tous les téléspectateurs. Merci. Saïd Kassed, journaliste. Saïd, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver, M. Jamal. Merci. Nous qui avons été confrères ensemble au Journal Pendant Liberté. de longues années, oui. Oui. Alors, Salim Laibi qui est avec nous au téléphone ou en Skype. Salim Laibi, écrivain, chirurgien dentiste, militant pour la démocratie. Salim Laibi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à tous, à vos invités et surtout à vos téléspectateurs. Salam wa rahmatullah. Merci Salim. Alors, Karim Naïtou Slimane, il se passe des choses ces derniers temps. Depuis que M. Tebboune a été désigné, moi je ne dis pas élu bien sûr, désigné grâce à une fraude massive jamais observée depuis 1962, dans un pays qui est pourtant expert en la matière. Mais là, on a atteint des records, des plafonds incroyables. Et donc, il a commencé tout de suite à lancer un appel au dialogue. Et tout aussitôt, des voix se sont élevées, enfin élevées non, se sont prononcées, se sont affirmées pour dire oui, le dialogue, bien sûr en enrobant de chocolat, hein, des conditions, on n'a pas le choix, c'est une impasse, il faut y aller et tout. À votre avis, Bah écoutez, c'est tout à fait naturel. Déjà, vous avez très bien fait de commencer par dire que Tebboune n'a pas été élu par la majorité du peuple algérien. Il y a des chiffres officieux qui parlent de 8% de taux de participation à ces élections et que ça ne saurait dépasser les 10%. Donc nous sommes face à une situation où il y a un président imposé. Et en arabe, il y a un terme qui m'a vraiment plu, que certains analystes arabophones ont utilisé, c'est le terme mujallès, c'est-à-dire mis sur un chiez. Et je trouve que c'est vraiment très imagé. Voilà, très significatif. Et donc, face à cela, le peuple n'est pas dupe. Le peuple, déjà, depuis le 1er novembre, s'est mis sur une voie révolutionnaire. Hein. Donc, le peuple est en train de faire une révolution pacifique. Donc le peuple n'est pas dupe, veut continuer son parcours révolutionnaire jusqu'à l'aboutissement, qui se réalisera bien sûr par le départ définitif de ce régime et l'avènement d'une nouvelle ère pour l'Algérie. Mais là, tout naturellement, le régime essaye de résister, essaye de retrouver un semblant de légitimité exactement comme a fait Bouteflika en 1999, après que tous ses concurrents s'étaient retirés à la veille des élections. Donc il s'est retrouvé lui aussi son légitimité, mais il a fait lui-même la réconciliation nationale pour tromper les Algériens, et surtout pour tromper le monde et se retrouver une espèce de légitimité. De la même manière, maintenant, nous avons Tebboune qui essaye, en appelant à un dialogue national, il fait un appel du pied pour ses clients habituels et il leur fait miroiter même une possible dissolution du Parlement avec ses deux chambres, ce qui veut dire que les quotas il y aura de la soupe pour tout le monde. Il y aura de la soupe pour tout le monde et que mais est-ce que est-ce que ça ne procède pas aussi de la volonté de diviser? Parce que c'est le cas en ce moment. Il y a réellement une clameur au niveau du Hirak pour ou contre, surtout contre ces gens qui sont en train... En fait, ça ne divise pas réellement. Oui. Au contraire, c'était une manœuvre pour essayer d'écarter encore une fois le peuple de la décision politique et de faire croire aux gens que maintenant, et d'ailleurs c'est ce qu'a dit aujourd'hui le président de Djil Jadid par exemple, qui a dit aujourd'hui que c'est bon, après 10 mois de Hirak, maintenant place aux partis, place aux organisations et que c'est les organisations maintenant qui doivent structurer littéralement le Hirak, l'organiser comme il a dit et parler en son nom. Donc la manœuvre elle est là, c'est-à-dire dire au peuple que c'est bon, votre Hirak il est très bien, mais maintenant il faut laisser la place aux professionnels. Les professionnels c'est qui? Professionnels de la politique. C'est qui? C'est les clients traditionnels du pouvoir. Qui tous, rappelons-le, dans les partis ont été validés, agréés par le même régime. Par le même régime et dont certains ont même des députés jusqu'à présent dans le Parlement. Et donc la manœuvre, elle est là, ça consiste à écarter le peuple, c'est-à-dire voler la révolution par le haut.
Mais ce qui est intéressant, et l'argument de base, l'argument de masse qui est jeté, c'est la fitna, c'est-à-dire la dangerosité. Et ça aussi, ça se comprend dans les idées révolutionnaires. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans le management, on dit qu'une idée révolutionnaire doit passer par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. C'était le cas du Hirak au départ. On disait, oui, mais c'est le peuple, les Algériens, ils ne vont rien faire, ils vont faire un tour, 2, 3 tours et ils vont rentrer. Finalement, elle n'est pas, non, les Algériens ont résisté maintenant 10 mois. Ensuite, la deuxième étape dans un processus révolutionnaire, c'est la dangerosité. On va dire que c'est dangereux. La menace. Attention, la menace. Et là, c'est le moment, on dit la fitna. Et d'ailleurs, si vous analysez le discours des chefs de parti maintenant qui offrent leurs services et qui proposent leurs services au régime, tous ont un seul argument, c'est-à-dire où va-t-on aller comme ça? L'incertitude, la fitna, une probable division du peuple et un probable détour vers la violence. Et le troisième critère? Et la troisième, et c'est ça ce qui est intéressant, la troisième sera l'évidence, c'est-à-dire à un certain moment, quand la révolution aboutira, elle deviendra évidente et on verra les mêmes clients du régime actuellement vont venir pour essayer de voler une dernière fois, la 25e heure, voilà, vont venir... Le 19 mars. Voilà, tout à fait, et vont essayer encore une fois de voler la révolution du peuple. Donc maintenant, on doit être vigilant, et même plus tard. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on voit que le peuple n'est pas dupe. Il n'y a aucune division à l'intérieur du Hirak. Il n'y a aucune partie du Hirak aujourd'hui qui est... Il y a quand même un pas des représentants, des activistes les plus en vue du Hirak qui a dit l'erreur que nous avons faite a été de demander le départ des généraux. C'est une grave erreur, on n'aurait pas dû faire. Et c'était un discours proprement et foncièrement défaitiste. Et après, ce qui est intéressant, c'est la réponse du peuple pour cet activiste qui s'est ravisé par la suite. Pourquoi? Parce que tout de suite, il a été éjecté du mouvement du Hirak. Et il y a eu d'ailleurs des attaques parfois un peu limites contre lui, contre sa personne. Mais politiquement, le peuple arrive à détecter maintenant qui sont, qui sont les personnes ou les partis qui sont prêts à aller vers le pouvoir. Parce que vous savez, il y a des techniques. Eux, ils peuvent infiltrer de l'intérieur le Hirak. Ils ont mis tous les opposants ne sont pas en réalité tous des vrais opposants. Donc, lorsqu'il y a une personne qui sort sa tête, comme on dit en Derja, tout de suite, elle est démasquée par le peuple, elle est dénoncée et elle est mise, entre parenthèses, hors d'état de nuire par rapport au Hirak. Et aujourd'hui, tous les partis, toutes les personnalités qui appellent à dialoguer avec Tebboune sont tout de suite reconnus, identifiés par le Hirak. Pourquoi? Parce que politiquement, et c'est ça ce que je veux insister sur ça, parce que de la part de certains activistes qui ne sont peut-être pas très expérimentés, on peut le comprendre. Mais de la part des présidents de partis, lorsqu'ils disent qu'on va dialoguer avec ce président et qu'il sera un président probablement de la transition, on le sait très bien que politiquement, accepter de dialoguer avec Tebboune, c'est lui donner une couverture politique, une légitimité aux yeux du monde. Ce qui serait intéressant, c'est les photos. Le régime cherche des photos, cherche des vidéos avec un président qui réunit les partis d'opposition et certaines personnalités pour les montrer au monde et leur dire, tenez, voilà, nous on est dans un processus de transition démocratique, alors que tout le monde sait que Tebboune est le pire scénario de la continuité de la Bouteflika. C'est le résultat de l'obstination de Gaït Saleh. C'est le produit de l'obstination. Mais ce que vous avez dit est très intéressant, c'est-à-dire le Hirak maintenant, tous ceux qui vont à contre-courant des vraies aspirations, ils sont tout aussitôt éjectés, dégagés. Et le Hirak maintenant, c'est offert même ses représentants, parce que là, il y a quand même un consensus dans le Hirak sur le fait que, on va dire, les grandes figures de la représentation du Hirak sont en prison. Oui. Et donc, le Hirak maintenant reconnaît d'une certaine manière certains de ses leaders. Et ce n'est que justice. Et ce n'est que justice à ces personnes, bien sûr. Et puis peut-être que cet engagement de certaines forces ou dites forces politiques ou dits politiciens en faveur de l'appel au dialogue de Tebboune, finalement, ils vont peut-être précipiter l'émergence d'une vraie représentation du Hirak qui va naître peut-être tout naturellement. Saïd Qased, de votre avis sur ces dialoguistes, ces partenaires de la paix séparés qui commencent à se manifester? Dans le cas algérien, c'est les mêmes recettes produisent les mêmes... Voilà, de tout temps.
on a eu comme ça des éruptions révolutionnaires qui ont été aussitôt suivies par des périodes de normalisation, on va dire. Oui. Donc là... Normalisation entre guillemets. Voilà. Ouais. Donc la ralliement aussi. Le Oui. ralliement au régime. Oui. Mais ces gens, généralement, ils se servent du Hirak pour se sucrer, finalement. Finalement, le sucré est pain béni pour eux, puisqu'il leur permet de se porter en avant, de parler au nom du Hirak et d'obtenir des postes, des charges. Ouais. C'est incroyable. Le problème, c'est que le Hirak, comme on dit, c'est une nébuleuse. Donc, Oui. bien sûr, il y a des millions de gens. C'est une nébuleuse de millions de gens, mais il n'y a pas de... Ce n'est pas vertical. Il n'y a pas Oui, de absolument, verticalité. absolument. Il n'y a pas de clergé, si vous voulez. Ouais. Donc, c'est ce qui explique qu'actuellement, comme dit notre camarade, il dit que celui qui pointe le bout du nez, gare à lui, quoi. Donc, Oui, mais il a dit aussi le contraire. Le régime, celui qui pointe le bout du nez, il le met en prison. Et le Hirak, celui qui pointe le bout du mauvais nez, Voilà. il le met à la porte. Il le met à la Donc, porte. c'est de Donc, bonne guerre, quoi. C'est une espèce de nihilisme comme ça qui se... Voilà, c'est deux nihilismes, bien que le nihilisme de la bande... L'autre, c'est pas du nihilisme, c'est de l'épuration. C'est du domaine épuratif. Ouais. La bande dont la queue de comète est en prison, Oui. pour un petit peu divertir le Bien bon sûr, peuple, bien sûr. est toujours là, et la bande a toujours montré des capacités à se régénérer, hein, et à se restructurer. Donc, de toute façon, c'était C'est-à-dire, couru vous d'avance. utilisez leurs propres termes pour les définir. Eux, depuis peu, ils utilisent ce mot Issab à la bande. Et vous les retournez contre eux. Vous êtes en train de leur dire la bande, c'est vous. Oui, mais c'est clair. D'accord. Il n'y a pas de bande. Voilà, la bande. On a vu la bande, on a vu comme dans un iceberg, on a vu un petit peu la face émerger. Oui. Mais dans un iceberg, le plus plus solide gros, il est dessous. Et voilà. Et puis là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la queue de comète, quoi, de ce que nous a donné. Voilà, c'est la plus visible, voilà. mais c'est les queues de gaz. Voilà, et C'est puis du rien. c'est caricatural au niveau des gens qu'on a offert à la vindicte populaire, Ouais. qu'on a voulu pendre sur la place de grève. Ouais. Mais bon, la vraie bande, c'est cette camarilla de généraux Et qui cet état tiennent en d'esprit- otage le pays, quoi, depuis le coup d'État du Congrès de la Soumane. Voilà. Mais le mieux, c'est que ce que vous êtes en train de décrire est devenu patent. Ça veut dire c'est tout le peuple algérien qui pense comme vous. C'est incroyable. Les gens sont très conscients. C'est une vraie conscience politique qui est née. Si vous voulez, c'est un pouvoir autoritaire qui a toujours serré la cocotte, mais en fait, ça a profité, cette espèce de promiscuité, a profité à la conscientisation de... Créer cette des Algériens. pression qui... Voilà. C'est de l'auto-formation. Absolument. Aujourd'hui, quand on Absolument. voit dans les défilés, ce niveau de conscience politique que nous envient beaucoup de pays dans le monde, hein, ils disent cette capacité à défiler pendant des Dans le mois, pacifisme le plus total. dans le pacifisme, de refuser le face-à-face et la confrontation, ça laisse les gens ébahis un peu partout dans le monde. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire, là, je parle un État, ce sont des institutions. Bien sûr. Et les institutions doivent résister. Et nous, si un jour le Hirak va au bout et que la révolution aboutit, ça va laisser des séquelles. Parce que les séquelles, l'après-désignation de Tebboune, en fait, voilà, on ne peut pas parler d'élection. Vous avez vu les réactions dans le monde, les deux grandes puissances, on va dire, qui nous sont assez proches, plus ou moins proches. Les États-Unis félicitent l'Algérie, pas Tebboune. Macron prend note. Oui. Je veux dire, on peut s'enorgueillir. La presse mondiale en fait des gorges chaudes, Voilà, quasiment. on peut s'enorgueillir, nous, on se dire, ah voilà, au ils moins, se sont cassés la gueule. Mais, en fait, mais d'un certain nos côté, ça nous fait institutions, mal ouais, aussi. ça nous fait mal parce que ces séquelles-là, on va les vivre plus tard. Parce qu'il faut recrédibiliser la diplomatie, l'État, recrédibiliser l'État, la nation. et, voilà, et le mettre dans le concert des nations, ça va être quand même assez compliqué. Salim El Aïbi, sur cette question donc, des dialoguistes qui
émergent ici et là et qui font des déclarations et qui enrobent de chocolat la pilule amère qu'ils veulent nous faire passer, qui nous parlent de conditions sans lesquelles ils n'iraient pas à la table. Et en même temps, ils nous disent dialogue et ils disent nous allons négocier. Est-ce qu'on peut papoter en même temps que négocier vraiment avec le vrai pouvoir qui n'est pas Tebboune, mais qui est l'état-major, les chefs de l'armée? Avant toute chose, déjà, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète. Il y a des gens qui parlent de négocier, enfin même pas de négocier, de hiwar, de dialoguer, alors que Tebboune n'a même pas encore été investi, il le sera jeudi prochain, après-demain, que le hirak du mardi on l'a pas constaté, on l'a pas vu, alors qu'il était très important, même si on a vu le vendredi, mais c'était très important de confirmer qu'il y avait il y avait aucun changement au niveau moi, je voulais écouter les chants, les nouveaux chants. C'est important. C'est important de voir ce qui se passe sur le terrain, que dit le peuple dans les différentes grandes villes. Surtout après ce qui s'est passé en Kabylie et à Oran, les répressions, les éborgnés, etc. Donc il y avait ça. Il fallait, en tant que politicien. Moi, je suis pas politicien, je vous le dis tout de suite. J'appartiens à aucun parti politique. Je ne veux absolument aucun poste dans l'Algérie nouvelle. Moi, alhamdoulilah, j'ai mon métier. Je suis très bien là où je suis. J'écris, je pense, je réfléchis, j'étudie le monde, et surtout le passé, pour essayer de comprendre le présent et d'améliorer notre avenir. Mais néanmoins, j'ai besoin de voir tout ça pour prendre des décisions. Donc eux, ils décident directement du hiwar. Donc, alors moi, je leur pose la question. Le panel de Karim Younes, c'était pas déjà un hiwar? Donc, il servait à rien. Donc, quand on disait que ça servait à rien, on avait raison. Que c'était une mascarade. Donc, on veut faire un hiwar dans le hiwar. Et après, quand il va échouer, on va faire encore un troisième hiwar. Ça n'a aucun sens. Tout ceci n'a absolument aucun sens. D'autant que, il faut être sérieux. Abdelmajid Tebboune, en 2007, il était mis en examen pour l'affaire Khalifa en tant que ministre du Logement. L'année dernière, Abdelmajid Tebboune était interdit de sortie du territoire. J'ai vu un article il y a à peine une année. Donc on a quelqu'un dont le fils est impliqué, il y a des enregistrements, puisque Kamel Chikhil Bouchi, il a enregistré toutes ces conversations criminelles qui faisaient chanter tout Alger. Donc on a des enregistrements avec son fils Khaled qui est en prison, qui est impliqué dans le blanchiment du trafic de cocaïne de Chiri. C'est quand même, comment peut-on aller d'abord négocier avec un type avec un CV aussi catastrophique? Deuxièmement, c'est pas lui qui tient le pouvoir, c'est l'armée. Donc il n'y a rien à discuter, il faut être sérieux. Ça n'a aucun sens. Et je dirais, comme font les chirurgiens, vous savez, quand il y a des blessures de guerre ou même des nécroses, on fait d'abord un parage de la plaie. C'est-à-dire il faut découper tous les tissus qui sont morts, qui sont infectés, et garder que ce qu'il y a de sain, le tissu qui est vascularisé. Sinon... Salim Laibi, juste une petite remarque, ce que vous êtes en train de décrire, comment vous appelez ça en médecine? Le parage. Le parage. Alors, le parage, dans l'ouest du pays, l'Oranie, oui. C'est un dicton qui existe, un dicton séculaire qui a des siècles. Alors, il dit « Agtaha habra tabra ». Ça veut dire quand il a une... Avant, il n'y avait pas d'antibiotiques. Qu'est-ce que faisaient les gens? Ils faisaient chauffer un couteau à blanc et la plaie qui est infectée, ils la coupent jusqu'à la chair vive. Agtaha habra tabra. Voilà. Mais c'est ce que font aujourd'hui les meilleurs chirurgiens dans les plus grands hôpitaux occidentaux où il y a la médecine la plus sophistiquée. C'est obligatoire. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va cicatriser, on croit qu'on a gardé du tissu, mais ça va pourrir parce qu'il n'y a pas de vascularisation. Ça se nécrose, il n'y a pas de sang, donc ça ne va pas se vasculariser. Donc on redémarre à zéro. C'est ce que vous disiez initialement en parlant de la 25e heure. On va être infiltré par des escrocs. Le DRS, vous savez, moi je me méfie même je vais être parano, mais je le dis clairement, je me méfie même des gens qui sont en prison. Parce que le DRS, même l'armée française, a retourné des moudjahidines en prison. À force de torture, etc., ils les ont brisés, ils sont sortis harkis. Donc même les gens aller en prison, pour moi, ce n'est pas un diplôme
c'est pas une sécurité totale sur la personne. Donc il faut absolument continuer ce hirak coûte que coûte. Par contre, effectivement, moi, je l'ai déjà dit à votre antenne, je suis pour une négociation pour le départ du régime. Je suis pour négocier son départ, qu'il dégage. Au sujet des prisonniers, ils sont suffisamment en souffrance et traqués, leurs familles inquiétées, inquiètes pour en rajouter, semer le doute sur leur probité, sur leur engagement. Ça ne sert à rien, je crois. Mais vous avez dit ce que vous pensiez. Mais restez avec nous, Salim Laïbi. Avant de continuer, nous allons vous montrer l'image d'un Baltaji. Baltaji, c'est l'agent provocateur du régime qu'on infiltre au sein du Hirak pour faire des problèmes. Que nous avons emprunté aux Égyptiens. Absolument, Baltagi. Comme d'autres. Voilà. Alors, ce monsieur, c'est dommage que nous puissions vous faire entendre toute la vidéo parce qu'elle est atroce. Nous avons choisi quelques... Alors, regardez comment ce Baltaji, on arrive à menacer de mort les gens qui vont faire le Hirak. Et il est en liberté, il circule tout naturellement, personne ne l'a inquiété. Regardez. اللي نعرفه بلي عندها لونساج وراه مع الحراك وراه باغي يخرج الجمعه نعرفه اقسم بالله ما نطقك وانا ما نخافش وانا ما نخافش الخوف من ربي صح دير غايه في راسك وعقلوا عليا كي نلقى واحد داير مسيره يا البوشيه تلغى فيك اقسم بالله دمك يسير ما تحصلوا لا في لابوليس لا والو ما تقولوا ديكتاتوريه نتوما كنتو دايرين ديكتاتوريه الراس تاعكم نتوما كنتو دايرين ديكتاتوريه نتوما فايت 20 عام تاع ديكتاتور سنين وعوام تاع ديكتاتور اللي نقدبه من الحيره غير الخضره شوف كي ندير لكم اقسم بالله ما عندي ما ندير نبرو يدعونا في هذا البلاد بالك مع التبون هذا عمنا تبون هذا ريكيبيرينا خسارتنا اللي راحت سمعوا انت ود الحرام انت جريو كلب الكلاب هذاك الفيديو اللي درته البارح كنا نقدبك تشوف كي ندير لك انا ما عندي بويا في الحكومه ما عندي بويا انا ولد مجاهدين انا ولدي مجاهدين سلام غوتي الله يحفظك راك تسمع جريو راك كلب هالكلب فرنسا سليمان من بعد جي عندك خلونا بعضنا بعض نصفوا بعضنا بعض نسلكوها عمي قايد وعمي تبون هادو غادي يسلكوها معاهم والله ما نطقوكم والله نهجروكم من الجزائر تقعد الجزائر دولة إسلامية حرة أرض المجاهدين دم سال فيها استعمرتونا قانون 33 وزدتوا 7 سنين وزدتوا شا راكم باغيين تستعمرونا تاني دروك في الدوميلات مازال باغي تزيدوا تستعمرونا روحوا بعدونا ماكم روحوا بعدونا تاعكم تطلق لنا الدولة عليكم تشوف افريوها لنا ما يديروا لا مسيرة لا والو يزيد هنا وكبر هنا ما عمره ما دار مسيرة انا نعرف صحابي كاع ما كاش قاعد يدير مسيرة درتوها غير نتوما صحاب لونساج وصحاب منا انتوما صحاب لونساج حاشا ما يستاهلش راك مع الحراك اللي نعرفه بلي عندها لونساج وراه مع الحراك وراه باغي يخرج الجمعه نعرفه اقسم بالله ما نطقك وانا ما نخافش الخوف من ربي صح دير غايه في راسك وعقلوا عليا Voilà, le genre de Baltagia qu'ils envoient, c'est plus que des milices. Il vient publiquement menacer quiconque va manifester à Oran le vendredi prochain de bouchia. Vous savez ce que c'est de bouchia en oranais? C'est le couteau de boucher. C'est incroyable. Et parlons du hirakiste Gélio. L'artiste, le grand artiste. Le grand artiste que nous saluons. Et lui dit, si je t'attrape, je te tue. Ouais, déjà, je tiens à exprimer ma solidarité avec l'artiste militant. Ouais. Et cette catégorie est très rare en Algérie, comme les journalistes militants aussi, que je salue très chaleureusement. Et j'exprime toute ma solidarité avec lui. Et je tiens à préciser que Abdelkader Djoli aujourd'hui a répondu sur son compte Facebook et qu'il a répondu avec quand même des propos vraiment
d'une grande valeur. Il a dit qu'il ira à Oran et il ira tout seul et aussi il ne portera pas d'armes. Voilà. Voilà. Donc, Voilà. Et venez m'assassiner si vous voulez m'assassiner. venez m'assassiner, c'est ce qu'il a dit. Hein. Une réponse digne de ce peuple du Hirak dont lui a émergé. Et c'est ça la maintenant. différence. Le Ouais. peuple a des djerios Absolument. et le régime a des baltagias comme ça. Vous voyez la différence? Ouais. Chacun a les hommes qu'il vaut, qu'il mérite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, là, on appuie sur ce point pour souligner l'hypocrisie de tous ces activistes qui veulent dialoguer avec le régime, de tous ces chefs de parti qui veulent dialoguer avec le régime en nous disant que probablement il y aurait violence, alors que normalement, s'ils étaient vraiment honnêtes, ils auraient dû déjà dénoncer la violence du Parce système. que la violence ne vient pas du Hirak. Et que jusqu'à présent, depuis 10 mois, Ouais. la violence vient uniquement Du de régime. la part du régime Ouais. et n'est jamais venue de la part Absolument. du Malgré peuple toutes les du Hirak. provocations. Malgré toutes les provocations. Personne du Hirak n'a appelé vengeance. Personne. Nous avons vu les éborgnés, leurs familles. Ils sont tous dignes. Ils ont dit qu'ils vont continuer dans la silmiya. Et ça, c'est un point très, très important à soulever. Et c'est pour cela que je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit M. Kassed tout à l'heure, qui était très pertinent, lorsqu'il a dit que plus tard, l'Algérie aura à soigner son image. Mais moi, je crois aussi que déjà, nous sommes en train de la soigner. Oui. Et justement, le peuple est en train de la redorer maintenant. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas laisser Tebboune et le reste de la mafia continuer, parce que le mépris des nations est actuellement à l'égard du régime et non pas du peuple. À l'égard des Algériens. C'est à l'égard c'est ce régime-là qui est méprisé. Aujourd'hui, vous savez, il y a eu des appels qui ont circulé sur les réseaux sociaux pour attribuer le prix Nobel de la fraude pour le régime et algérien. le prix de la paix et le prix pour de le la peuple paix algérien. pour le peuple. Et donc on voit le contraste. Les gens font la différence. Et c'est pour cela... Malheureusement, il n'y a pas de prix Nobel de la fraude. Malheureusement, il n'y a pas, mais peut-être ils vont un jour inventer cette catégorie ouais. pour ce régime. Ouais. Ouais. Alors, Saïd, oui. Non, mais, bon. Sur ce hurluberlu. Vous savez, c'est un système abject. Et ça ne peut produire que des épiphénomènes de ce type. Ouais. Donc, de tout temps, ce régime nous a montré de l'ingéniosité à manipuler, à insulter, à déformer, à tromper le genre de garçon comme on vient de le voir, qui est en train de nous dire jusque-là, vous nous avez toujours colonisés. Il ne sait pas que Gaïd Salah était avec Bouteflika dès le début. Bien sûr. C'est incroyable. Et les gens, aujourd'hui, la maturité politique fait qu'aujourd'hui, ce discours ne passe plus. Et c'est de manière grossière que le régime et ses affidés s'expriment. Pour revenir au dialogue, le dialogue est un comment dire ça, c'est un acte civilisationnel. Donc toutes les démocraties, tout se construit par le dialogue. Absolument. Or, pour dialoguer, il faut présenter. Et puis d'abord, quels sont les partenaires du dialogue, et puis quels sont les gages, les gages de bonne volonté. Voilà, une espèce et de quoi on va dialoguer? Et de quoi on va dialoguer? Est-ce qu'on va dialoguer du départ de l'armée? Est-ce qu'on va dialoguer de la restitution du pouvoir au peuple? Exact. Est-ce qu'on va dialoguer de la future constitution, comment elle doit se faire et par qui? Oui, et puis dialoguer, comme vous avez parlé de l'armée, oui, dialoguer, parce que l'armée n'a jamais montré son omniprésence que depuis le 22 février. Oui. Parce que le roi était nu. Eh oui, sa façade a sauté. Et ils étaient obligés de monter au front. Voilà. Et on n'a jamais vu l'armée aussi impliquée. Ouais. Et alhamdoulilah. Aussi au transient. C'est vraiment grâce à Dieu on a que vu de nous avoir, pour les derniers, ceux qui étaient encore un peu aveuglés absolument. Par la façade civile de notre régime, enfin ils ont découvert
qui est derrière le rideau. Voilà. Absolument. Et ça, quand je parle de rideau, ça me rappelle Boumarafi, quoi. Mais bon. Oui. Voilà. Salim Laibi, sur ce gigolo sur cet individu qui vient menacer les gens qui vont manifester à Oran, de les tuer, d'utiliser le bouchi, comme il dit, le bouchia, le couteau de boucher, qui menace de tuer Jerio, l'artiste, si jamais il le rencontre à Oran, et autres menaces du genre. Et nous n'avons pas tout passé en plus. Hein. Mais la vidéo est disponible sur Facebook et le monsieur est toujours en liberté. À Oran, il n'a pas été inquiété. Alors, avant de répondre, je voulais juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Je ne parlais pas des détenus, je parlais des techniques des États, de la violence du système et de l'histoire de ce qui se passait dans l'histoire des révolutions, etc. Concernant cet être humain, cet hurluberlu, je vais répondre en arabe. Moi, j'ai reçu je ne sais combien de menaces de mort sur Internet. C'est des centaines de menaces de mort. On va te faire ci, on va te faire ça. Subhanallah, sur le terrain, il n'y a jamais personne qui vient me faire ni ça, ni ci, ni ça. Alors, on me dit, oui, on va t'attraper sur Marseille, on va te faire ce qu'on va te faire, tchouf ou tchouf. J'ai jamais rien vu. C'est-à-dire, sur le terrain, on ne les voit pas concrètement. Et dans tous les cas, Silmiya. En cas d'agression, on va lui faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire l'immobiliser, etc. Mais sinon, il faut garder la Silmiya. Ils veulent nous faire perdre le caractère pacifique du Hirak pour justement légitimer la violence d'État qui va s'en suivre. Maintenant, il ne faut pas tomber dans ce panneau grossier. Yarhamou al-Dikoum, c'est qui ce type? C'est qui? Je ne le connais pas. Il représente absolument rien. Le danger, c'est... Pardon? C'est un Baltaji. C'est un Baltaji, c'est un voyou. Il ne représente rien. Le danger, c'est qui? C'est l'état-major militaire, c'est ceux qui ont le pouvoir. Lui, il suffit de déposer une plainte contre lui, ses menaces de mort, il va se prendre 5 ans de prison. C'est très grave ce qu'il a fait. Hein. Donc, mais c'est pas lui qui va perturber la marche de 30 millions d'individus tous les vendredis. Ça n'a pas de sens. Restez avec nous, Salim Laibi. Nous allons voir quelques images sur la manifestation des étudiants aujourd'hui, mardi, le premier mardi après le 12, je rappelle, où les Algériens ont voulu marquer la différence, où ils disent aujourd'hui qu'avant le 12, c'était l'opposition aux élections et la manifestation des aspirations, comme Tetnaha ou Gad ou la Madaniya Machi Askaria, mais qu'après le 12, le peuple algérien veut montrer qu'il est entré en résistance. Ça veut dire d'abord et avant tout refuser le fait accompli, refuser la désignation d'un homme dont on dit qu'il a été élu à plus de 40%, à plus de 58%, à plus de 40%, c'est-à-dire les élections qui n'ont pas réussi à atteindre le plafond des 8%, ont été bourrées jusqu'à atteindre la quarantaine de pourcents. Et alors, premier mardi de l'après 12 décembre. Regardez.
Je rappelle juste pour ceux de nos téléspectateurs qui n'ont pas compris la trace de farine sur le visage des gens, que c'est pour imiter la cocaïne. C'est l'affaire des 700 kilos de... 700 kilos, c'est ça? Ou 700... 7 quintaux et quelques, voilà. 700 et quelques kilos de cocaïne qui ont été pris, dont les commanditaires et les sont très proches du régime, y compris des généraux, y compris le fils même de l'actuel président désigné. Et donc, pour rigoler un peu, les manifestants sniffent de la farine. Alors, vous avez vu que, malgré tout ce qu'on a dit, tout ce que ce régime essaye de distiller sur le découragement, la lassitude de ce régime, le coup de boutoir, la gueule de bois, après ce fameux chiffre de 40% de participation aux élections, les Algériens vont debout. Ils restent debout parce que tout simplement c'est un combat existentiel. C'est-à-dire soit on doit être, soit on ne doit pas être. Parce que, comme disent les Allemands, il n'y a pas plus évident que les faits. Et qui change Abdelaziz par Tebboune, ça ne change pas les faits. Les Algériens connaissent leur réalité. Et pourquoi le Hirak a commencé d'ailleurs? Il y a tout un fond social à cette crise. Il y a c'est social, à un certain moment c'est devenu après éthique. Avec le cadre, avec l'affaire du cadre. Mais aussi, il y a quand même le ras-le-bol social. En Algérie, nous sommes dans le pré-politique, le non-politique. On n'a pas d'État moderne. Le pré-politique comme on est dans la préhistoire. Voilà, tout à fait. Comme on est dans le préhistoire, nous sommes dans l'ère pré-politique. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'ère politique en Algérie. C'est pour ça que ça m'étonne les présidents de partis qui se disent l'élite, ils se disent l'élite, mais ils acceptent un président désigné par déjà les généraux et en plus avec un taux de participation aux élections de 8%. Donc, dans quel c'est régime? le même taux, c'est un observateur très averti et très informé qui l'a dit, je vous laisse poursuivre, qui nous a dit, c'est très simple, c'est le même taux que dans la diaspora, à peu près. C'est le même état d'esprit des Algériens qui sont à l'extérieur, c'est la même perception. Les Algériens de l'étranger ont voté à peu près à 8%. En Algérie, ils ont voté entre 8 et 10%. Pourquoi cette différence de 2%? Parce qu'ils ont fait voter les morts, ils ont fait voter les militaires 2 fois et ils ont fait voter des gens malgré eux qui ne savent pas qu'ils ont voté. On pourra tout à l'heure voir une vidéo où quelqu'un découvre son nom sur une liste électorale alors qu'il n'a pas voté. Vous voyez, mais sinon, le taux, le vrai taux est d'environ 8%, comme vous le dites, et je vous en prie. Et donc, comme il y a les faits qui sont contre ce régime, le peuple ne peut pas s'arrêter. Ils sont les choses. Parce que quand le changement vient, on le sent aussi. Le quotidien des Algériens n'ont pas voté, n'a pas changé. Et les wilayas qui ont voté, par exemple, les gens qui ont voté, bientôt, ils auront la belle surprise de découvrir que l'eau potable viendra toujours une fois sur 2 ou une fois par semaine et qu'ils auront toujours les mêmes problèmes qu'ils ont. Le fonds social, l'Algérie, l'État n'existe pas encore. On a par exemple un ministère, le ministère de la Défense, qui prend par exemple la part du lion, comme on dit en arabe, Hissat al-Assad, comme si on était en guerre. Voilà, comme si on était en guerre. Et dont ils ne rendent pas compte. Personne. Ça veut dire que personne n'y ne a pas connaît d'État. même pas les chiffres. Voilà. Même les chiffres du budget de l'armée, c'est le secret des secrets. Ouais. Et donc ça, dans un État, réellement un État avec des institutions, ça ne devrait pas exister. Donc nous sommes dans l'ère pré-État, pré-politique. Ma qabl al-siyasa. Ce régime, pour l'instant, on ne fait pas de politique en Algérie. Jusqu'à présent, on ne la fait pas. Et c'est pour ça que le peuple, cette génération, ces jeunes et toutes les autres classes d'âge qui les soutiennent ont compris cela. Et il y a aussi une autre chose que les Algériens ont très très bien compris maintenant. C'est que le mythe de changer le régime de l'intérieur, personne n'y croit. Ah, c'est fini ça. Ça, c'est fini. Même Hamrouch n'y croit plus. Même Hamrouch n'y croit plus, voilà. Ouais. Donc, maintenant, les Algériens savent que c'est un combat existentiel. Soit on doit poursuivre la lutte pacifique pour qu'un jour, immerger comme une nation, exister comme un vrai peuple, avec un P majuscule, le peuple, en démocratie, celui qui décide, ou on va continuer dans l'ère
pseudo-coloniale, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en tout cas, l'ère où l'Algérien est un néo-indigène. Oui. L'Algérien n'est pas un citoyen accompli jusqu'à présent. Comme il a affaire à un néocolonialisme. Bien sûr, c'est pour ça qu'on parle de néo-indigène, parce qu'on a affaire à néocolonialisme, c'est-à-dire le colonialisme sous-traité, géré indirectement, ou ce qu'appellent les Américains soft colonialism, c'est-à-dire le colonialisme doux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bataille armée, mais on n'a plus besoin d'envoyer notre armée, on envoie nos proconsuls, et eux, ils travaillent pour nous, avec leur peuple. Moins de tracas et c'est plus rentable. Ça reste sur les étudiants, sur la détermination de ces jeunes qui continuent. Moi, ce que je remarque depuis quelques mardis, il y a une confusion de défilés. C'est-à-dire qu'avant, c'était distinctif. C'était depuis ce mardi où il y a eu une forte répression. Alors, depuis ce jour, le peuple accompagne les étudiants pour les protéger. Et là, c'est un vendredi bis. Absolument. Voilà, c'est un vendredi bis. Et c'est très rassurant. C'est très rassurant parce que c'est les citoyens. Enfin, c'est les papas, les mamans. Absolument, qui vont protéger leurs enfants. Ils sont dans les défilés et ça, c'est très réconfortant parce que ça montre. C'est en famille que ça se passe. Voilà, c'est en famille que ça se passe et que ça montre la vigueur de ce hirak, de ce mouvement, et ça montre qu'il y a un long souffle. Absolument. Malgré ce que les gens nous insinuent par-ci par-là. Mais c'est une sacrée gageure que de réussir à tenir. Bientôt, on va célébrer la première année de la contestation. On est à 10 mois. On est à 10 mois. Et vous voyez les feux de paille qu'il y a eu, par exemple, au Liban et dans certains pays au Chili. Voilà, ça a été fulgurant, mais ça s'est tué tout de suite. Oui, absolument. Alors que là, on est quand même dans la... C'est incroyable, une telle constance. Ça va crescendo, il y a de la constance, et puis les gens, ils ont un seul objectif, parce que les gens, il y a eu une petite méprise à un moment pour dire, oui, le hirak, il est contre les élections. En fait, le hirak, il est contre la bande. Absolument. Au contraire, il est pour des élections propres et honnêtes. Il était contre l'élection proposée par la bande. Absolument. Et donc, voilà. Parce qu'il sait ce que ça signifie. Pour remettre les choses en place. Et le hirak, il est opposé. En fait, maintenant, c'est front contre front. Ouais. Maintenant, Gaïd Salah pense naïvement qu'en ayant mis un polichinelle, parce qu'ils ont l'habitude, les marionnettistes dans le labo noir, quoi. Ouais. Ils ont l'habitude de manipuler. Ils pensent que maintenant, je mets Tebboune, c'est fini. C'est un casque bleu, quoi. C'est le casque bleu de l'ONU. Ouais. Et non, c'est fini. Parce que les gens, ils t'ont vu. Les gens t'ont vu. Pendant des mois, tu as discouru dans toutes les casernes du pays. Tu es devenu un exégète de l'économie, de la politique. Il a parlé de tout. À un moment, il a même parfois donné des titres honorifiques, lui qui est que vice-ministre. Par ailleurs, c'est le vice-ministre de la Défense le plus puissant du monde. Parce que, voilà. Mais on dit que dans ce gouvernement, ils vont essayer de changer la Constitution pour que le poste de ministre ne soit pas forcément celui du président. C'est-à-dire que c'est Gaïd Salah qui sera probablement le futur ministre de la Défense. Il y a une chose qui s'appelle le processus biologique, contre lequel on ne peut rien. Et les gens en Algérie, mais si on attend qu'il s'en aille de façon biologique... Avant le 22 février, les gens dans la rue, toutes ces périodes de glaciation qu'il y a eu dans le pays, les gens, ils ont toujours ce génie populaire qui disait... De toutes les manières, la mort et la maladie sont là pour s'occuper d'eux. Absolument. Voilà. Et jusqu'ici, on a vu parmi ces congénères de généraux, il y en a qui ont pourri. Au sens propre, qui ont pourri parce qu'ils ont été ravagés par la gangrène. Voilà. Bon, donc, voilà. Comme quoi. Selim Laïbi, sur cette constance des étudiants, sur cette résistance des Algériens, malgré tout ce qu'on leur a fait subir, malgré l'adversité, malgré ces résultats qu'on leur a assénés pour les assommer, ils continuent de sortir et ils promettent que le vendredi prochain,
sera encore plus fort que tous les autres vendredis? Ben, écoutez, personnellement, j'étais très en colère contre. J'ai jamais été honteux d'être algérien, bien au contraire. J'étais en colère contre la passivité du peuple, mais là, depuis le 22, je crois que je pourrais même pas exprimer le sentiment de fierté qui me submerge en regardant ce peuple. Il n'y a pas de mots. Ça tient du miracle, et je parle du miracle religieux. Ça tient du miracle. C'est quelque chose d'extraordinaire, cette conscientisation politique, cette intelligence, cette finesse d'esprit, cette vaillance, ce courage. C'est extraordinaire. Je dis pas ça pour nous lancer des fleurs. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a constaté, tout le monde est émerveillé. C'est l'histoire qui retiendra ça. J'ai rien à dire de plus. Par contre, le peuple, cette jeunesse, parce que vous connaissez les pourcentages démographiques de ce pays, de l'Algérie, c'est la jeunesse. Voilà, on a 1 million de naissances par an depuis une dizaine d'années. Vous vous rendez compte du truc. C'est quand même extraordinaire. Allah Ibarak. Donc cette jeunesse, elle sait que le changement ne viendra pas de Tebboune, ne viendra pas de la politique, parce qu'il est élu dans la vitrine. Et il reste dans cette vitrine. Il n'a même pas accès à la boutique et certainement pas à l'arrière-boutique. Donc Hamrouche l'a dit, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y accédera pas. Donc nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de dégager les tenants du pouvoir. Donc cette jeunesse, elle a compris ça. Et c'est ça qui l'a fait sortir. Donc à partir du moment où on comprend vraiment le fond du problème, on peut éventuellement, sans aucune difficulté, trouver la solution et la faire appliquer. Moi, j'appelle le peuple algérien à s'organiser. Il faut que le Hirak s'organise, commence à travailler, même s'il le fait depuis le début. La diaspora aussi doit s'organiser sérieusement, faire gaffe aux infiltrations et aux pertes de temps. Il faut travailler sur un seul mot d'ordre, virer l'état-major militaire et rendre le pouvoir aux civils. C'est ça qui doit être le mot d'ordre de tous. Sinon, on ne s'en sortira pas. Donc il faut s'organiser, il faut arrêter, je pense, de commenter les sorties hebdomadaires des uns et des autres, parce que ça n'a aucun sens. Vous avez vu Tebboune nous parler du Maroc. Le gars, il a quand même 25 millions d'Algériens qui sortent tous les vendredis. Quel est le sujet? Pourquoi il parle du Maroc? Il nous a parlé de Macron en disant « c'est des propos d'un chef d'État, d'un homme d'État. Parler Derja, il parle en français, il mélange Derja. C'est vraiment catastrophique en fait, au niveau de la symbolique. On n'a même pas un chef d'État. Peut-être qu'il avait sniffé une ligne. C'est très possible. Mais vous savez que, blague à part, il paraît qu'il est porté sur une certaine boisson. Et ça, pour moi, quand on pense qu'on interdit de conduire à une personne au bout d'un verre de vin et qu'on autorise à des éthyliques avancés de diriger des nations de 45 millions d'habitants, moi, franchement, ça m'inquiète vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut avoir des décisions. Vous savez dernièrement, on a eu un général qui avait perdu la raison. Il donnait des ordres bizarroïdes. Il a fallu qu'il le vire. Donc, c'est vraiment, il faut. Bon, le peuple l'a compris, le peuple l'a observé, le peuple classe. Maintenant, vous savez, le peuple, c'est comme un oiseau qui est dans sa cage. On lui ouvre la porte, il ne va plus jamais re-rentrer dans cette cage. Et restez avec nous, Saïm Laïbi. Vous m'avez donné la transition pour le sujet suivant. Et maintenant, nous attendions, donc nous avons tous dit, vous-même, Karim Naïtou Slimane, vous avez dit le commencement, ce n'est pas le 12, c'est le 13. Et donc nous sommes arrivés au 13, nous sommes après le 13. Maintenant, concrètement, d'après vous, comment ça doit se passer? Est-ce que ça doit monter en cadence? Est-ce que vous avez une vision de la situation, comment elle doit évoluer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut proposer? Je crois déjà que le régime aura du mal à changer subitement. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce que le régime va poursuivre et va continuer toutes ces manigances. Il ne va pas proposer une solution sérieuse pour le peuple. De l'autre côté, je crois que progressivement, le Hirak est en train de s'organiser déjà. Il ne faut pas croire que le Hirak n'est pas organisé. C'est un mouvement horizontal, traversé par plusieurs idéologies, mais avec quand même un élément commun
qui unit tout le monde. C'est le départ du régime. Et autour de ça, au fur et à mesure, nous avons maintenant, sur le plan au moins symbolique, des leaderships, des leaders qui ont imposé, c'est-à-dire dans le temps, à donner le leadership. Leur leadership s'est imposé par leur lutte, par leur radicalité, par leur constance. La plupart sont en prison. Certains sont encore libres, soit en Algérie, ils se font plus ou moins discrets ou risquent à tout moment d'être emprisonnés, ou d'autres sont littéralement en exil. Oui. C'est-à-dire soit qu'ils ont été officiellement exilés par ce régime, c'est-à-dire interdiction officielle de remettre les pieds en Algérie, soit de manière indirecte, car il y a maintenant beaucoup d'opposants qui ne peuvent plus rentrer en Algérie. Tellement ils se sont engagés contre ce régime. Donc, voilà. Donc, je crois que l'organisation est en train de se faire au fur et à mesure, mais elle est déjà là, donc il ne faut pas trop perdre de temps et d'énergie sur le fait de vouloir structurer le mouvement. Il faut distinguer les éléments organisationnels de la structuration du mouvement. C'est là la question de l'œuf et de la poule. Mais bien sûr, voilà. C'est pour ça qu'il faut distinguer les éléments organisationnels et les éléments de structuration. Si on parle de structuration, on va vers des conflits entre les acteurs. L'égotisme. Voilà, entre les acteurs du Hirak, à l'intérieur comme à l'extérieur, et notamment à l'extérieur, et c'est pour ça qu'il y a eu des tentatives d'organiser, de structuration plutôt du Hirak par la diaspora, ça a toujours échoué, ça n'a rien donné. Donc, cette structuration, je pense qu'elle se fera au moment, par exemple, où on aura les leaders, les prisonniers, par exemple, qui sortent ou qui donnent leur aval pour certaines initiatives. Mais ça ne sera pas une structuration, parce que le Hirak, il faut comprendre ça aussi. C'est un élément très important. Le Hirak n'est pas un parti politique. C'est une nébuleuse, comme l'a dit. Et le terme est vraiment approprié, c'est-à-dire parce qu'il y a de bien, parce qu'il y a de mal dedans. Ouais. Donc, ça n'est pas un parti politique. On ne pourrait pas imaginer sa structuration sous la forme hiérarchisée, bien structurée d'un parti. Mais le Hirak se dirige vers une organisation autour de certaines revendications, et surtout la revendication principale, qui est le départ du régime. Et si on maintient la pression par la détermination, par le pacifisme, par la mobilisation générale et constante, à un certain moment, le régime va céder, et c'est une conviction personnelle, le régime va céder parce que le statu quo est antinaturel, ça ne peut pas marcher comme ça. Faute de combattants, il va céder faute de combattants. Oui, parce que lui aussi, il a perdu beaucoup de ses lieutenants, et même ses soutiens à l'étranger. Avant, la France se précipitait pour féliciter l'Algérie. Maintenant, ils ne l'ont pas encore fait, ils ont dit on prend note. Comme il a dit tout à fait pertinemment tout à l'heure, monsieur Kasdi, quand il a parlé, les États-Unis ont félicité l'Algérie et pas nommément le président. Oui. Et ça, c'est un fait très important. C'est un camouflet diplomatique. Ouais, oui. C'est un camouflet diplomatique. Et donc, le Hirak est en train de marquer des points. Et donc, l'organisation, elle se fera autour pour moi, ma conviction, elle se fera autour des leaders qui sont déjà en prison pour l'application, pour commencer du moins. Voilà, et pour l'application autour de l'objectif principal qui est l'application des articles 7 et 8, c'est-à-dire comment réellement donner le pouvoir rendre au peuple. La souveraineté au peuple. Mais il faut le dire aussi, il faut distinguer la structuration du Hirak et son organisation qui est en train de se faire. Il y a des éléments matriciels, organisationnels, horizontaux qui traversent. Vous avez vu par exemple comment la réaction intuitive, je vais vous donner 2 exemples de réactions intuitives absolument magnifiques qu'on va étudier plus tard, je suis sûr, dans les universités mondiales. La première, c'est comment le peuple arrive à identifier et dégager les opportunistes. Ça se fait très vite, très très rapidement. Autour de certains points, on a une grille de lecture critique, et dès qu'un individu est classé sur cette grille, tout de suite identifié et dégagé. Il s'évacue de lui-même, en fait. Tout de suite. Et aussi,
les procédés, et ça c'est très important, et je pense qu'il y a des scientifiques qui vont s'intéresser à ça très rapidement, c'est les procédés de recouvrement, on va dire, comment le hirak se soigne par lui-même, c'est-à-dire la récupération, mais avec un terme sportif, au sens sportif. Peut-être M. Laibi pourra, lui qui est médecin, pourra nous éclairer plus sur les termes exacts. Mais par exemple, comment il arrive à soigner ces blessures. Je vous donne des exemples. Résilience. Voilà, il y a des événements à Oran. Il y a eu de la violence. Vous savez ce qu'ils ont fait aujourd'hui, les Algériens, pendant cette marche? Et c'est une journaliste que je salue qui m'a envoyé l'information. Ils ont organisé des groupes de parole au milieu des manifestations, des marches. Ils ont organisé des groupes de parole. Et dans ces groupes-là, les personnes qui ont été victimes des violences la semaine passée sont venues s'exprimer. Ils ont raconté ce qu'elles ont subi. Et on sait ça très bien. C'est de la thérapie. Ouais. C'est de la thérapie. Absolument. La thérapie, ce qu'on appelle la thérapie de groupe et comment ça s'organise. Vous voyez, il y a ces deux exemples. C'est-à-dire, il y a un génie collectif qui traverse, c'est ce qu'on appelle la matrice. Il y a quelque chose qui fonctionne et c'est très bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut écarter les partis, écarter toute personne qui veut une structuration. Dites le contraire, ce dit Soufiane Gilali. Soufiane Gilali dit le contraire. Il faut écarter le hirak, laisser les partis. Un parallèle à faire. Oui. Au niveau historique, c'est le passage de l'Inquisition, de cette période très trouble de l'histoire moyenâgeuse, à la Renaissance. Oui. Et l'Algérie est en train de vivre sa renaissance. Parce que c'est un peuple longtemps opprimé. Absolument. Et brimé. Moi, je me souviens, j'étais étudiant à Alger, on ne pouvait même pas, par exemple, parler berbère dans les cafés. Absolument. Parce qu'il y avait une chasse à l'homme pour venir chercher ceux qui parlaient. Exemple. Donc, vous laissez poursuivre et je donne la parole. Et donc ces procédés sont très importants. Il y a d'autres exemples. Par exemple, quand la Kabylie a été ciblée, dans les autres wilayas, ils ont chanté L'Aqbayil, Jazair Tuftakhar Bikum. Là, récemment, quand Oran a été ciblé, dans les autres wilayas, on chanté la même chose. Et quand la diaspora, regardez comment ça se renforce, c'est incroyable, ça traverse même les continents. La jonction. Une jonction, mais magnifique. Quand la diaspora était au rendez-vous et qu'elle a été diabolisée, parce qu'il y avait eu une opération de diabolisation de la diaspora en lançant des rumeurs comme quoi on a empêché les vieilles de voter, ce qui est faux. On voit, durant les marches à Alger, les manifestants chanter les immigrés bravo alaikum, el Jazair tuftakhar bikum. Et c'est comme ça on se renvoie et le mouvement fonctionne. Les diasporas ont beaucoup joué, toujours dans l'histoire des mouvements révolutionnaires de par le monde. Les diasporas ont joué un très grand rôle aussi. La révolution algérienne. Le principal financier de la révolution, ce n'était pas la Chine, comme on le dit. C'était l'immigration, de très loin devant la Chine et devant tous les autres. Et donc, c'est eux qui ont porté la voix de l'Algérie. Et la diaspora aujourd'hui a un rôle très important parce qu'en termes de visibilité, parce que la visibilité de ce mouvement-là, vous faites un rassemblement à Montréal d'une dizaine de personnes, toute proportion gardée, ça vaut un défilé du vendredi à Alger. Absolument, absolument. Surtout avec le froid, avec les distances. C'est extraordinaire. Et ils ne sont pas une dizaine, ils sont des centaines. Voilà. Et puis ils voient, les gens nous passent à la loupe. Par exemple, là, dans les défilés qu'on fait ici, à République, Nation, c'est un rassemblement hebdomadaire du dimanche, et on est passé à la loupe. Les renseignements généraux, etc. C'est peut-être ça qui a influé sur l'attitude de la France. D'ailleurs, une information qui vient de m'être dite par Hussein. Les journaux contre Macron ont dit « je prends note ». Il n'a pas dit « je félicite ». La presse algérienne, je ne parle pas de la presse libre, la presse algérienne qu'on connaît, on a fait, mais alors, une clameur incroyable. Il a osé prendre note, il n'a pas félicité notre président et tout et tout. Et là, il l'appelle et toute la presse. Monsieur Macron est resté 1 heure avec Fakhamatouhou, monsieur Gdam. C'est incroyable. Là, non, mais c'est exactement ce que... Voilà, parce que
le poids de la diaspora, c'est ça qui influe. Parce que nous sommes quand même, prenons que l'exemple de la France, nous sommes quand même 5 ou 6 millions. Donc les chiffres ne sont pas très... Nous sommes de manière 5 millions, ça c'est sûr, mais bon. Il y a des bonnes surprises qui se préparent. Et quand on va pas voit... lâcher le mot maintenant, mais il y a des belles choses. Et quand on voit ces rassemblements de manière pacifique, mis à part quelques petits incidents comme ça, mais vraiment très à la marge. Très à la marge. Eh ben ça, c'est un indicateur. Le Quai d'Orsay, les services, différents la services, presse. et puis ça l'a remonté jusqu'à Macron. Macron, quand même, il est président d'un État au point où membre du Conseil de sécurité. Il ne va pas balancer des machins, même s'il est jeune, même s'il est... voilà, des choses qu'on lui colle comme ça, par-ci, par-là. Mais sa parole a un poids. S'il dit « je prends note », il prend note par rapport, comme disait Jamal, par rapport à ce que, voilà, je vois. Et d'ailleurs, au point où le réseau actuel qui influence l'Algérie sur les questions des relations bilatérales, le fameux réseau de la France-Algérie, qui fait beaucoup d'argent pour ses clientèles, qui distribue de l'argent à la presse, qui distribue de l'argent aux campagnes électorales de tous bords. C'est une véritable mafia franco-algérienne qui sévit et qui influence l'Élysée, qui influence le Parlement, qui influence le Sénat. Eh ben, ce lobby a perdu pied avec cette révolution. Ah oui, il n'a plus l'influence qu'il avait. Mais c'est vraiment se tirer dans le pied pour l'État français que d'ignorer ou de sembler ignorer ce qui se passe sur son sol. Ils ne peuvent plus. C'est trop flagrant maintenant. En plus, la plupart sont des binationaux, donc voilà, c'est à manipuler avec un... Et puis les binationaux commencent tous à se rappeler qu'ils sont algériens et qu'ils sont tout le temps à la place de la République. Et puis en géopolitique, Alger est à 1 heure de Marseille. Absolument. À Marseille, où est justement Salim Laïbi. Alors, Salim Laïbi, donc, sur ce que nous sommes en train de dire, votre avis sur l'après-12, où le peuple algérien se dit entrer en résistance, refuser le fait accompli, mais encore, quoi faire? Comment voyez-vous la suite des événements? Comment faut-il s'organiser? Est-ce que, comme nous le disait Karim, il faut se faire une fixation sur un point essentiel, ne pas trop se disperser, par exemple le départ de ce régime, un État civil et non pas un régime militaire, et laisser les choses naître d'elles-mêmes, ou est-ce qu'il faut s'organiser dès lors et essayer d'aller vers un but précis? Salim Laïbi? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'abord, je voulais répondre. Je crois que le terme qu'il cherchait, Karim, c'est décrassage, c'est ça? C'était la récupération des sportifs, mais une récupération active et pas passive. Je pense que c'était le terme qu'il recherchait. Concernant l'Algérie, moi je pense qu'il faut faire les deux. Le Hirak, il a 10 mois, donc il a déjà des résultats. C'est pas un Hirak, c'est pas il a pas 3 semaines, il a 10 mois. Donc il y a des personnalités qui se sont illustrées, etc. Moi, après, je vais le dire clairement, de manière pragmatique. On n'a rien sans rien. On ne peut pas ne pas prendre de risques dans la vie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas jamais prendre de risques et croire. Quelqu'un qui veut gagner de l'argent, il doit investir, prendre des risques. Et sans être certain d'un retour d'investissement. Donc le Hirak doit commencer à s'organiser. Je vais donner un exemple, un truc tout bête, pas au niveau du pouvoir, mais il faut commencer à attaquer en justice et à mettre en place des chasses à l'homme judiciaires contre la Aïsaba qui est cachée à Paris, les Bouchouareb, etc. Il y a des walis, des généraux, des ministres qui sont cachés à Paris avec l'argent du contribuable. Donc, il y en a même, ils ont été condamnés par la justice. Donc, il faut commencer à les terroriser de cette manière pour qu'ils comprennent que, attention à ce que vous faites, la France ne sera pas un refuge, le Canada ne sera pas un refuge, Londres ne sera pas un refuge, etc. Donc, par contre, il y a une sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est que le Hirak continue. C'est celui qui dit qu'il faut arrêter le Hirak, pour moi, c'est un traître. C'est quelqu'un qui travaille pour le DRS, clairement. Et vraiment, je suis gentil, je ne veux pas aller plus loin dans l'invective. Celui qui dit qu'il faut arrêter le Hirak, il veut l'affaiblir.
Le Hirak ne doit s'arrêter que lorsque tout a été Vous dites gagné. celui qui dit qu'il faut arrêter le Hirak est DRS. Mais le DRS n'existe plus. Maintenant, la vraie puissance, le vrai pouvoir est dans l'état-major, pas dans le DRS, pas dans un service. Il est dans l'état-major lui-même. Pour moi, c'est la même chose. Le DRS est au service de l'état-major. Il y a toujours un service de renseignement, même s'ils ont changé le sigle. Oui, mais le service de renseignement aujourd'hui est aux ordres de l'état-major et pas l'inverse de ce qu'il y avait il y a peu de temps. Ah non, il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, c'est là où je rejoins Karim et le plateau, c'est que il faut maintenant atteindre un seul et unique objectif, c'est que la Aïsaba dégage pour l'application de l'article 7 et 8, c'est-à-dire le peuple doit être souverain, l'État civil et non militaire, et après ça, tout le reste en découlera. Pour moi, le reste, c'est des formalités administratives. Tant que cette Aïsaba n'est pas partie, c'est-à-dire il faut concentrer ses forces, il faut concentrer. Maintenant, comment s'organiser? Il faut commencer à y travailler. Il faut commencer à y travailler. J'ai des idées, bien sûr. J'ai plein d'amis, on a discuté, chacun, on a plein d'idées. Il faut les travailler. Il faut que vous, dans votre émission, dans votre chaîne, vous en parliez. Il faut diffuser ces informations. Tout le monde partage tous ces travaux et ça va ressortir tout seul. Salim Laibi, question pour vous qui êtes à Marseille que je vous demanderai de m'expliquer. Oui. À Paris, le dimanche, les marches sont réellement impressionnantes. Nous sommes arrivés jusqu'à 50 000 au moins, puisque ce sont les chiffres de l'administration et de la police. Pourquoi à Marseille, à Lyon et dans les autres grandes villes françaises, surtout à Marseille, où il y a la plus grande communauté algérienne, comment se fait-il que nos compatriotes ne s'impliquent pas comme ils s'impliquent à Paris? C'est une question que beaucoup de monde m'a posée et que bon, ça fait 27 ans que je suis à Marseille, ça fait depuis 1992, je connais très très bien cette ville, étant donné que j'ai fait de la politique et beaucoup d'associatifs, et je connais je connais très très bien cette ville, je connais aussi bien les techniques de manipulation du consulat, j'ai été en procès avec l'administration, avec la mairie, les services de renseignement qui me harcèlent, le consulat je connais très très bien Marseille. Alors, pour vous répondre en premier lieu, vous savez qu'en 2005, il y a eu les émeutes urbaines en France, après la mort de Ziad Ebouna, Allah yarhamhum, dans le local électrique. La France entière avait brûlé, sauf Marseille. À votre avis, pourquoi? Cette ville est tenue d'une main de fer par la municipalité, par la mafia locale, on le sait. Vous savez qu'il y a une fameuse interview du juge qui s'occupait de l'affaire des Guérini et qui a été interviewé par Marie-France Etchegouin dans son livre Le roman marseillais. Il lui a dit texto, c'est un juge, c'est le juge qui s'occupe de l'affaire des Guérini. Il leur a dit texto, il faut mettre cette ville sous tutelle, elle ne peut plus se gérer, il faut interdire le vote à Marseille, il faut arrêter ce cirque, cette ville est trop pourrie de l'intérieur, elle est corrompue, il faut la mettre sous tutelle. C'est dans un livre, tout le monde peut y accéder. D'ailleurs, j'ai fait le résumé de ce livre sur mon site, etc., pour partager ces informations. La ville de Marseille est une ville spéciale. Voilà, c'est une ville où oui, mais pourquoi vous ne vous organisez pas en conséquence? Créer une structure de mobilisation qui fasse du porte-à-porte, qui fasse de la mobilisation, de la sensibilisation auprès de la communauté pour essayer de leur faire toucher du doigt la réalité. Pour la plupart, nos compatriotes de Marseille ne savent même pas les vrais enjeux. Et c'est là où le bas blesse, j'allais dire. C'est ce qu'on a fait, je n'arrête pas de faire et de rajouter. On nous a mis dans les pattes. Je vais vous donner un exemple. Les premiers jours du Hirak, je vois un traître qui travaille pour les services de renseignement, un Algérien. Je le filme en direct et je dis à tout le monde, regardez, lui, il travaille... Oui, mais Salim, moi je préfère... vous savez que dans cette émission, on essaie de rassembler les gens, sans rentrer dans les détails. On évite d'exacerber les tensions entre des gens qui sont contre les régimes, quels qu'ils soient. Je préfère que nous évitions de semer le doute et l'animosité entre tous ceux qui sont contre ce régime et qui luttent
pour libérer le pays, s'il vous plaît. Salim. Si Jamal Din, ce sont des agents des services de renseignement. Mais ça ne fait rien. Nous, on ne rentre pas dans ça, Salim Laibi. Nous sommes pour rassembler tous les Algériens contre ce régime. C'est eux qui divisent le Hirak en disant eux c'est des intégristes, eux c'est des islamistes, eux c'est des démocrates, c'est des laïcistes, etc. Mais nous allons essayer d'éviter justement de tomber dans ces extrémités, en tous les cas. C'est justement ce que je voulais faire. En les dénonçant, je voulais me débarrasser de ces gens qui... Moi, je préfère que nous rassemblions et que nous discutions entre nous avec toutes nos mouvances différentes. Mais ça ne fait rien. Nous sommes arrivés de toutes les façons. À la fin de l'émission, je vous demanderai le mot de la fin, avant de donner le mot de la fin à nos deux autres invités. Salim Laibi. Oui. Ah, c'est à moi? Oui, oui. Le mot de la fin en moins de 30 secondes, s'il vous plaît. Ah ben, le mot de la fin, il est très simple. Il faut que le peuple algérien ne lâche absolument pas le Hirak. On continue la lutte contre cette Aïsaba. Ces gens-là ne méritent pas notre respect, ils ne méritent rien si ce n'est de partir. Et puis voilà, donc je fais totalement confiance au génie de ce peuple pour échapper à tous les pièges. Mais vraiment, hein, je lui fais totalement confiance. Donc très, très positif pour le Merci. Merci Salim Laibi. Saïd Qassed. Ça va être long et laborieux. Il ne faut pas il faut pas se gargariser parce qu'on est sorti des millions et qu'on continue de sortir. Parce que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir, c'est un cancer, c'est des métastases. C'est un pouvoir capable de tout, capable d'assassiner un président en direct, capable de faire pendre un illustre libérateur d'Algérie, Karim Belkacem, capable de faire tuer par le bras armé de l'État 126 jeunes en Kabylie, capable de mettre dans les camps du Sud, après la victoire du fils, oui, capable de créer des camps de concentration. Absolument, c'est le mot. Capable de dresser une partie du pays contre l'autre. Oui. Ils sont capables de tout. C'est-à-dire leur existence même, c'est un pouvoir maléfique. Ce sont des diables. C'est un pouvoir maléfique. Et comme tout pouvoir maléfique, il sait se reconstituer, se restructurer, renaître de ses cendres comme le phénix. Voilà. Mais aujourd'hui, le voile est tombé. L'armée, l'état-major, mais moi je ne parle même pas de l'armée, parce que l'armée, oui, les pauvres bidasses qui traînent misère dans les casernes, qu'ils visitent voilà, avec faste, où on lui fait cuire du méchoui, etc. Bon, c'est pas ça l'image de l'armée, ce sont vraiment les bidasses qui souffrent. Et l'état-major, aujourd'hui, et avec sa figure de proue, hein, l'icône, c'est Gaïd Salah contre le reste du peuple. Voilà. Karim, mot de la fin en moins de 30 secondes, nous avons un peu débordé. Très rapidement, je vais juste poursuivre ce que je disais tout à l'heure sur l'organisation. Donc on a dit qu'il ne faut pas une structuration, mais il fallait une organisation. L'organisation, elle existe déjà, c'est la matrice. Maintenant, il faudrait qu'on pense aux moyens de renforcer cette matrice organisationnelle du Hirak. Et moi, je crois maintenant, c'est le moment aussi de faire du travail local. Il y a des régions, on a remarqué récemment que certaines régions se sont farouchement opposées aux élections et qu'elles ont démontré que quand même, ils peuvent résister au régime. Beaucoup de personnes ont dit que c'était uniquement dû à l'expérience de la lutte contre ce régime qui date depuis 1963. Finalement, quand on regarde sociologiquement, ça n'est pas que ça n'est pas l'élément le plus important. Le plus important, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette région? Et il y a les Tejmat, les comités locaux. Oui. Chaque village a son comité local. Donc maintenant, le Hirak aussi doit se diffuser et c'est des techniques de management quand on fait du marketing actuellement. Quand on fait du marketing, on vise ce qu'on appelle les hubs
c'est-à-dire les marchés qu'on n'a pas encore ciblés. On évite de faire de la publicité dans des endroits où on est connu. On fait de la publicité là où on est connu. Là où ça ne marche pas. Là où ça ne marche pas, là on a des nouveaux clients à attirer. Donc l'organisation locale, les universités, les étudiants du Hirak doivent organiser des comités, même discrètement. Sur Facebook, on peut le faire. On peut pas, par exemple, à Oran, il y a Qa'da politique, qui est magnifique. Magnifique. Qa'da politique. Manbar al-Ahrar fait Alger. Ça, c'est magnifique. Mais parfois, la police vient réprimer. Alors, on peut faire Qa'da politique sur Facebook. Des groupes de discussion dans lesquels le Hirak va se diffuser à l'horizontale de plus en plus. Et la détermination, et je crois sincèrement que le peuple vaincra. Merci. Merci Karim Naïtou Slimane. Merci Saïd Qasd. Merci Salim Laibi. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Excellente idée de Karim Naïtou Slimane. Les comités de quartier, les comités de village, les comités de ville. À l'ouest, le Qa'da, chez les Kabyles, Tajma'at, Chichaouia, Jama'a, ou Tajma'at aussi. Des gens qui discutent de leurs propres problèmes, de leur propre avenir, de leurs rêves aussi, de leurs aspirations, un peu partout dans le pays, se rencontrer, comme ce vendredi-ci, tous partir à Warren pour aller montrer au régime que nous sommes tous soudés les uns aux autres, qu'ils ne pourront pas nous diviser, que nous resterons selmiya et que nous resterons khawa khawa ou khawa al-akhir.